Les secrets profonds de la loi du vide. Tu es en train d'écouter ces mots en ce moment même, et ce n'est pas un hasard. Il y a une raison précise pour laquelle cette vidéo t'a trouvé exactement au moment où il le fallait. Pas hier, pas la semaine prochaine, maintenant. Dans cet instant précis où une part de ta vie vient de partir, ou est en train de partir, ou s'apprête à partir. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ce vide que tu ressens, ce creux dans ta poitrine, cette sensation qu'un morceau de toi a été arraché et que l'espace qu'il laisse est trop grand pour toi. Ce vide n'est pas une punition, ni un échec, ni le signe que ta vie a déraillé. C'est exactement le contraire. Il existe une loi ancienne, silencieuse, transmise à travers les âges par des traditions qui ne se connaissaient pas et qui pourtant disent toutes la même chose. Cette loi dit une chose très simple. Rien de nouveau ne peut entrer dans une vie déjà pleine. Pour que le neuf arrive, il faut d'abord qu'un espace se crée. Et cet espace, c'est ce que tu appelles le vide. C'est la loi du vide. Et si tu la comprends vraiment, pas avec ta tête, mais avec tout ton être, tu ne regarderas plus jamais une perte de la même façon. Avant de continuer, laisse un commentaire ci-dessous. Écris simplement « Je suis prêt » pour ancrer ton intention dans ce moment. Il y a plus de 2500 ans, Lao Tse a écrit ces mots qui ont traversé les siècles sans prendre une ride. On façonne l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide à l'intérieur qui le rend utile. On perce des portes et des fenêtres dans une maison, mais c'est le vide de ses ouvertures qui la rend habitable. Relis cette phrase dans ta tête. Le vase n'existe pas grâce à l'argile, il existe grâce au creux. La maison n'existe pas grâce aux murs, elle existe grâce à l'espace entre les murs. Et maintenant, regarde ta propre vie. Regarde ton agenda. Regarde tes journées. Regarde tes soirées. Est-ce qu'il reste un seul espace vide quelque part? Ou est-ce que tout est rempli, empilé, optimisé, du matin au soir, du lundi au dimanche, sans un seul trou, sans un seul silence, sans un seul moment où rien ne se passe? Tu passes ta vie à accumuler de l'argile, à empiler des murs, à remplir, à combler, à occuper chaque centimètre disponible. Et tu te demandes pourquoi tu étouffes. Pourquoi, malgré tout ce que tu possèdes, malgré toutes les personnes qui t'entourent, malgré tout ce que tu as construit, tu sens qu'il manque l'essentiel. Cette sensation persistante que la vie devrait être plus que cette course sans fin. Ce qui te manque, ce n'est pas plus. Ce qui te manque, c'est moins. Ce qui te manque, c'est l'espace. Ce vide que tu as passé toute ta vie à fuir est exactement ce dont tu as le plus besoin. J'ai passé des années à remplir sans m'en rendre compte, des années à courir d'une chose à l'autre, d'un projet à un autre, d'une relation à une autre, en me disant que c'était de l'ambition, que c'était de la passion, que c'était vivre pleinement. Et puis un jour, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ma vie ressemblait à un grenier, pleine à craquer de choses que je n'avais jamais eu le temps de regarder vraiment. Des relations que je maintenais par habitude, des occupations qui n'avaient plus de sens, des projets que je poursuivais parce que je les avais commencés, pas parce qu'ils me portaient encore. Et le plus étrange, c'est que malgré cette vie pleine à déborder, le manque était toujours là, chaque soir, comme un bruit de fond que rien ne pouvait couvrir. Ce n'est que le jour où un pan entier de ma vie est parti sans que je l'ai choisi, que j'ai compris. Ce n'était pas un manque de quelque chose, c'était un manque de rien, un manque de vide, un manque d'espace. Ce soir, prends un moment pour observer ta propre vie avec honnêteté. Regarde ton agenda, ton espace, tes journées, et demande-toi, est-ce que je remplis par envie ou est-ce que je remplis par peur du silence? Laisse cette question exister en toi sans y répondre.
la réponse viendra d'elle-même. Mais maintenant, je voudrais te montrer un secret que la nature elle-même essaie de te dire depuis toujours. Regarde ce qui se passe dans la nature après un incendie de forêt. Tout est noir, tout est cendre, tout semble mort. N'importe qui passerait devant et dirait que c'est fini, que la vie a perdu. Mais la nature sait ce que nous refusons de voir. Certaines graines ne peuvent germer que dans la cendre. C'est un fait biologique, pas une métaphore. Les pins à cônes sérotineux gardent leurs graines emprisonnées pendant des décennies. Elles attendent. Elles ne s'ouvrent que sous l'effet d'une chaleur extrême. Il faut littéralement que tout brûle autour d'elles pour qu'elles puissent d'enfin s'ouvrir et donner la vie. La nature a programmé certaines formes de vie pour qu'elles ne puissent naître que de la destruction. Pas malgré la destruction, à travers elle. L'eucalyptus repousse plus vigoureux après le feu. Certaines orchidées n'apparaissent que sur un sol calciné. La forêt ne meurt pas dans l'incendie, elle se renouvelle. Et si la même loi s'appliquait à ta vie? Pense aux plus grandes transformations que tu as vécues. Pas les petites améliorations, les vraies transformations. Celles qui ont changé la direction de tout. Est-ce qu'elles sont venues d'un moment où tout allait bien, où ta vie était stable, confortable, remplie? Ou est-ce qu'elles sont venues d'un moment où tout avait brûlé, où tu t'es retrouvé dans un espace que tu n'avais pas choisi, face à un vide que tu n'avais pas prévu? Sois honnête avec toi-même. Les tournants de ta vie sont venus des creux, pas des sommets. De la cendre, pas du confort. Ce licenciement qui t'a forcé à reconsidérer ce que tu voulais vraiment. Cette rupture qui t'a appris ce que tu ne voulais plus jamais accepter. Cette maladie qui t'a rappelé que tu étais mortel et que le temps n'attendait personne. À chaque fois, la destruction est venue en premier. Et à chaque fois, une pousse a percé la cendre. Une vie qui ne pouvait pas naître autrement. Et ce que tu appelles ta destruction en ce moment, ce vide que tu traverses, n'est peut-être que la chaleur nécessaire pour ouvrir des graines que tu portais en toi depuis toujours. La prochaine fois que tu te retrouves face à un effondrement, au lieu de courir immédiatement vers la reconstruction, accorde-toi un instant. Ferme les yeux et demande-toi, est-ce que c'est un incendie qui détruit ou un incendie qui libère? Et c'est là qu'on arrive au nœud du problème. Parce que même si tu comprends tout ça intellectuellement, même si tu sais que le vide a une fonction, il y a un réflexe en toi qui est plus fort que ta compréhension. Tout le monde fuit le vide. C'est le réflexe le plus universel qui existe. Quand une chose part, on remplit. Quand quelqu'un s'en va, on cherche un remplaçant. Quand un silence s'installe, on allume un écran. On t'a appris ça depuis l'enfance, que le vide est un défaut, que le silence est gênant, que la solitude est un échec, que si tu n'avances pas, tu recules. Et tu as tellement bien appris la leçon que remplir est devenu un réflexe. Tu ne choisis même plus de remplir, tu remplis comme tu respires, automatiquement. Tu l'as déjà vécu, une relation se termine, le soir même tu appelles quelqu'un, tu sors, tu t'inscris sur une application, tu fais n'importe quoi, mais tu bouges. Parce que rester immobile, c'est insupportable. Ça te parle aussi dans l'autre sens. Un travail se termine, avant même d'avoir compris ce qui s'est passé, tu envoies des CV, tu actives ton réseau, tu bouges. Parce que ne pas bouger, c'est mourir. Mais voici ce que personne ne te dit. Chaque fois que tu remplis le vide avant de l'avoir habité, tu repousses ce qui essayait de naître. Tu remplaces une chose perdue par sa copie pâle. Et 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, tu te retrouves exactement au même endroit, avec le même vide, mais cette fois recouvert d'une couche supplémentaire de fatigue et de déception. Tu n'avais pas traversé le vide, tu l'avais contourné, et le vide t'attendait encore, intact, patient, immobile.
mais pense à ton propre cœur. Ton cœur bat parce qu'il se remplit et se vide. Se remplit et se vide. C'est le vide entre deux battements qui permet le prochain battement. Si ton cœur restait plein en permanence, tu mourrais. Ce sont les espaces entre les notes qui font la musique. Un morceau sans silence n'est que du bruit. Et ta vie en ce moment, est-ce de la musique ou du bruit? Tu connais la différence. Tu la sens dans ton corps. Les jours qui sont de la musique, ce sont ceux où il y a de l'espace, où tu as le temps de penser, où tu as le temps de ne rien faire, où une conversation avec quelqu'un dure plus de 3 minutes. Les jours qui sont du bruit, ce sont ceux où tout s'enchaîne sans respiration, où tu passes d'un écran à un autre, d'une tâche à une autre, d'un bruit à un autre, et le soir tu t'effondres, sans avoir vécu un seul moment de silence. La vraie question n'est pas « est-ce que tu veux de la musique ?» Bien sûr que tu en veux. La vraie question est « est-ce que tu es prêt à accepter les silences qui la composent ?» Et justement, il existe un art ancien qui a compris ça mieux que n'importe quelle philosophie. Les Japonais ont un art qui dit exactement ce que la loi du vide essaie de te dire, le kintsugi. Quand un bol en céramique se brise, au lieu de le jeter ou de le recoller en cachant les fissures, ils remplissent les cassures avec de l'or. La pièce réparée est plus belle que l'original, plus précieuse, plus unique. Non pas malgré les cassures, grâce à elles. Mais il y a un détail que personne ne mentionne jamais sur le kintsugi. Entre le moment où le bol se brise et le moment où l'or est appliqué, il y a un temps. Un temps où le bol est en morceaux sur le sol. Un temps où il ne ressemble plus à rien. Ce temps-là, c'est le vide. Et c'est dans ce temps-là que tout se joue. Celui qui jette les morceaux n'aura jamais le bol d'or. Celui qui recolle à la va-vite, en cachant les fissures, aura un bol fragile qui se brisera à nouveau au premier choc. Seul celui qui accepte de ramasser chaque morceau, de les regarder, de les tenir dans ses mains en sachant qu'ils ne se remettront jamais comme avant, seul celui-là pourra un jour y verser l'or. Tu l'as vécu, cette envie de recoller à la va-vite, de faire comme si la cassure n'avait pas eu lieu, de cacher les fissures sous un sourire, sous une nouvelle relation, sous un nouveau projet, pour que personne ne voie que tu es en morceaux. Mais les fissures cachées ne guérissent pas. Elles attendent. Et elles reviennent. Visualise maintenant ce qui s'est brisé dans ta vie. Pas un objet, une relation, une certitude, une image de toi-même. Regarde les morceaux. Ne les fuis pas. Et imagine que chaque fissure est un espace où de l'or pourra un jour couler. Tu n'as pas besoin de savoir quand. Tu as juste besoin de ne pas jeter les morceaux. Continuons. Parce que ce que je vais te dire maintenant, tu le vis probablement sans le savoir. Les agriculteurs savent une vérité que les gens pressés ont oubliée, la jachère. Une saison sur 3, parfois une sur 2, ils ne plantent rien. Le champ reste vide, ouvert, exposé au vent, à la pluie, au soleil. Et pendant ce repos apparent, la terre se régénère. Les nutriments remontent, les micro-organismes travaillent. Le sol redevient fertile. Mais si tu plantes sans arrêt, saison après saison, le sol s'épuise. Il se vide de l'intérieur tout en paraissant productif de l'extérieur. Et un jour, plus rien ne pousse. Tu as épuisé ta propre terre. Et toi, depuis combien de temps tu n'as pas laissé ta vie en jachère? Depuis combien de temps tu enchaînes? Relation après relation, projet après projet, objectif après objectif, sans jamais laisser de saison vide, sans jamais laisser à ta vie le temps de se régénérer en silence. Tu sais ce qui arrive aux gens qui ne laissent jamais de jachère? Leur corps finit par décider pour eux.
Un burn-out, une maladie, un effondrement. Le corps dit stop quand l'esprit refuse de le faire. Et cette jachère forcée, cette saison vide que tu n'as jamais voulu t'accorder, tu la prends d'un coup, brutalement, sans l'avoir choisie. Tu as le choix. Tu peux choisir ta jachère, ou tu peux attendre qu'elle te choisisse. L'un est un acte de sagesse, l'autre est un acte de survie. Cette semaine, essaie un geste fou. Choisis une demi-journée et ne la remplis pas. Pas de programme, pas de liste, pas de productivité. Laisse les heures exister sans les organiser. Observe ce qui monte en toi quand tu arrêtes de produire. Maintenant, il faut que je te parle de la vraie profondeur. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé de ce que tu perds à l'extérieur. Mais il y a un vide bien plus vertigineux que ça. Le vide ne te demande pas seulement de perdre des choses extérieures. Il te demande de perdre des morceaux de toi-même, des croyances, des certitudes, des histoires que tu te racontes depuis si longtemps qu'elles sont devenues ta peau. Tu te dis « je suis quelqu'un de fort ». Tu te dis « je suis indépendant ». Tu te dis « je suis celui qui aide, jamais celui qui demande ». Et ces phrases remplissent un vide aussi. Elles comblent l'espace entre qui tu es vraiment et qui tu as peur d'être. Quand la vie t'arrache une de ces identités, quand tu ne peux plus être le fort parce que tu es à genoux, quand tu ne peux plus être l'indépendant parce que tu as besoin de quelqu'un, le vide qui apparaît est encore plus profond. Parce que là, on ne parle plus d'une perte extérieure, c'est une perte de toi, de l'image que tu avais de toi. Et c'est ça, le vide le plus vertigineux qui soit. Tu l'as ressenti, ce moment où le rôle qui te définissait disparaît, le jour où tes enfants partent et que tu n'es plus parent au quotidien, le jour où tu prends ta retraite et que tu n'es plus le professionnel que tu étais, le jour où une relation se termine et que tu n'es plus la moitié de quelqu'un. Ce jour-là, ce qui monte en toi n'est pas « qu'est-ce que je fais maintenant ?» c'est « qui suis-je sans ce rôle ?» C'est peut-être la question la plus importante que tu puisses te poser. Pas la réponse, la question. Parce que dans l'espace de cette question, il y a tout. Tout ce que tu es au-delà de tes fonctions. Tout ce que tu pourrais devenir si tu cessais de te définir par ce que tu fais et que tu commençais à te connaître pour ce que tu es. Et la plupart des gens ne resteront jamais assez longtemps dans cette question pour entendre la réponse. Ils vont courir vers un nouveau rôle, un nouveau masque, une nouvelle identité enfilée par-dessus le vide. L'homme qui perd son travail se précipite vers un autre titre. La femme dont les enfants partent se jette dans une activité frénétique. Le couple qui se sépare reconstruit immédiatement avec quelqu'un d'autre la même structure qui vient de s'écrouler. Parce que la question « qui suis-je sans tout ça ?» est la plus terrifiante et la plus libératrice qui existe. Je le sais parce que je l'ai vécu. Il y a eu un moment dans ma vie où tout ce qui me définissait a disparu en même temps. Et je me suis retrouvé dans une pièce vide, au sens propre comme au figuré, sans savoir qui j'étais. Et cette pièce vide m'a plus appris sur moi-même que toutes les années passées à courir. Mais si tu restes, si tu acceptes de ne pas savoir pendant un temps, tu découvres une vérité. Sous les rôles, sous les masques, sous les histoires que tu te racontais, il y a quelqu'un. Quelqu'un de plus simple, de plus nu, de plus tremblant que tous les personnages que tu jouais. Mais quelqu'un de réel. Et cette personne-là, tu ne peux la rencontrer que dans le vide. Et c'est exactement ce qu'un des plus grands génies de l'histoire avait compris il y a 500 ans. On attribue à Michel-Ange cette phrase célèbre. La statue est déjà dans le bloc de marbre. Mon travail consiste à enlever ce qui l'entoure. Le sculpteur ne crée pas en ajoutant, il crée en retirant. Chaque coup de ciseau enlève de la matière. Chaque geste creuse un vide. Et c'est dans ce vide que la forme apparaît. Le David de Michel-Ange, cette sculpture de plus de 5 mètres que le monde entier connaît, n'a pas été construite. Elle a été révélée, libérée du marbre qui la cachait.
et le bloc de marbre dont Michel-Ange a tiré le David avait été abandonné par 2 autres sculpteurs avant lui. Ils l'avaient jugé inutilisable, trop étroit, trop abîmé. Ils avaient vu un bloc raté. Michel-Ange a vu une forme qui attendait d'être libérée. C'est la même vérité pour toi. Ce que tu es vraiment n'est pas un truc que tu dois construire ou acquérir. C'est déjà là, sous les couches que tu as accumulées. Et chaque perte, chaque vide, est un coup de ciseau qui te rapproche de ta vraie forme. Ce qu'il faut te demander, ce n'est pas ce que dois-je ajouter à ma vie, c'est qu'est-ce qui m'empêche de voir ce qui est déjà là. Si tu es encore là, c'est que ces mots te touchent. Et si c'est le cas, un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci. On continue. Et là, ça va devenir encore plus intéressant. Parce que ce que je vais te dire maintenant, les anciens le savaient depuis des siècles. Les alchimistes du Moyen-Âge connaissaient un secret que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Avant de pouvoir transmuter le plomb en or, il fallait d'abord passer par une étape terrifiante qu'ils appelaient le nigredo, la noirceur totale. Le moment où toute la matière est réduite en cendres noires, dissoute, décomposée, ramenée à rien. Pas de nigredo, pas d'or, pas de destruction, pas de création. L'alchimiste qui avait peur de la noirceur n'obtenait jamais l'or. Seul celui qui acceptait de regarder la matière se dissoudre, seul celui qui restait présent pendant la décomposition pouvait espérer voir la lumière de l'autre côté. Et ce n'est pas qu'une allégorie. Beethoven a composé ses œuvres les plus profondes après être devenu sourd, au cœur même de la surdité. Quand le monde extérieur s'est tu, quand tous les sons ont disparu, quand le vide s'est installé dans ses oreilles, Beethoven a commencé à entendre une musique que personne d'autre n'entendait. Sa 9e symphonie, celle que l'humanité entière considère comme un sommet, a été composée dans le silence total. Le vide n'avait pas détruit sa musique, il l'avait purifiée. Frida Kahlo est devenue Frida Kahlo après un accident de bus qui l'a clouée au lit pendant des mois. Avant l'accident, elle voulait être médecin. C'est dans le vide de l'immobilité, dans les semaines interminables d'un lit d'hôpital, qu'elle a commencé à peindre. Le plafond au-dessus de son lit était devenu sa toile intérieure. Le vide avait détruit une vie, et dans la cendre de cette vie détruite, une artiste est née. Chacun de ces êtres a traversé son nigredo, et de l'autre côté, leur vrai visage les attendait. Pas parce qu'ils étaient spéciaux, parce qu'ils sont restés dans la noirceur assez longtemps pour que la transformation opère. Le nigredo va arriver dans ta vie. Il est déjà arrivé, ou il arrivera. C'est inévitable. Est-ce que tu vas rester assez longtemps dans le noir pour que l'or apparaisse? Ou est-ce que tu vas fuir la noirceur avant qu'elle ait fini son travail? Parce que le nigredo n'est pas un événement, c'est un processus. Et un processus interrompu ne produit rien. Si tu sors du four trop tôt, la transformation n'a pas lieu. Si tu fuis la noirceur avant qu'elle ait fini de dissoudre ce qui devait être dissous, tu repars avec du plomb, pas avec de l'or. Reste avec moi parce que ce qui suit va tout relier ensemble. Les bouddhistes ont un concept qui semble paradoxal. Sunyata, la vacuité. Pas le néant, la vacuité. La différence est immense. Le néant, c'est l'absence de tout. La vacuité, c'est l'absence de ce qui est figé. C'est l'espace où tout reste possible. Nagarjuna, le philosophe bouddhiste du IIe siècle, disait une chose qui retourne tout ce qu'on croit savoir. C'est précisément parce que les choses sont vides d'essence fixe qu'elles peuvent changer. Si tout était plein, solide, permanent, rien ne pourrait jamais évoluer, rien ne pourrait jamais se transformer. La vacuité n'est pas l'ennemi de la vie, elle en est la condition. Pense à un verre d'eau. Si le verre est déjà plein,
tu ne peux rien y ajouter. Même si tu verses le meilleur vin du monde, il débordera. Pour recevoir du neuf, il faut d'abord qu'il y ait de l'espace. C'est tellement simple que ça paraît évident. Et pourtant, dans ta propre vie, tu essaies de verser du vin dans un verre plein. Tu veux du changement, mais tu refuses de lâcher quoi que ce soit. Tu veux du nouveau, mais tu t'accroches à l'ancien avec les deux mains. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse te dire aujourd'hui. Tu sais pourquoi certaines personnes prient, méditent, lisent, écoutent des vidéos comme celle-ci, et pourtant rien ne change dans leur vie. Parce qu'elles cherchent à ajouter sans rien enlever. Elles veulent la transformation sans le vide. Le vin nouveau dans le verre plein. Et ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. La loi du vide est impitoyable sur ce point. Pas d'espace, pas de changement. Ce soir, choisis une chose dans ta vie que tu pourrais lâcher. Pas un truc énorme, un petit truc. Un engagement qui ne t'apporte plus rien. Une habitude qui prend de la place sans te nourrir. Lâche-le et observe l'espace qui se crée. Tu n'as pas besoin de le remplir. Laisse-le exister et vois ce qui vient s'y installer naturellement. Et si tu penses que tout ça n'est que de la théorie, attends de voir ce qui suit. Parce que des hommes et des femmes ont vécu cette vérité dans leur chair. Jean de la Croix a passé 9 mois enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 2, dans le noir presque total, privé de tout. Et c'est dans cette obscurité, dans ce vide absolu, qu'il a écrit certains des plus beaux poèmes que l'humanité ait jamais produits. Justement parce qu'il n'avait plus rien. Parce que quand plus rien ne te distrait, quand tu n'as plus rien à regarder à l'extérieur, tu commences à voir ce qui est à l'intérieur. Les mystiques de toutes les traditions ont traversé ce qu'ils appellent la nuit obscure de l'âme. Ce moment où tout semble absent, où la lumière a disparu, où tu te retrouves seul avec un silence qui ne te donne aucune réponse. Et c'est dans cette nuit, disent-ils tous, que la vraie lumière naît. Pas une réponse, plus profond qu'une réponse, une présence, une certitude silencieuse qui ne vient pas de la tête mais d'un endroit beaucoup plus ancien. Les chamans d'Amérique du Sud connaissent cette même vérité. La quête de vision envoie le jeune homme ou la jeune femme seul dans la nature, sans nourriture, pendant 3 jours et 3 nuits. Et pendant ces 3 jours, il ne se passe rien. C'est le but, le vide total. Et c'est dans ce vide que la vision vient. La vision a besoin d'espace pour apparaître. Elle a besoin que tu arrêtes de remplir pour qu'elle puisse enfin se montrer. Toutes ces traditions, séparées par des siècles et des continents, ont développé la même pratique. Des technologies du vide. Des méthodes pour apprendre aux êtres humains à habiter le silence au lieu de le fuir. Et le fait qu'elles aient toutes convergé vers la même vérité devrait te dire tout ce que tu as besoin de savoir sur sa puissance. Tu n'as pas besoin de partir 3 jours dans la nature pour toucher cette vérité. Ce soir, accorde-toi 15 minutes de silence total. Éteins tout, les lumières, les écrans, le son. Assieds-toi. Ton esprit va paniquer d'abord. Il va te bombarder de pensées, de souvenirs, de listes de choses à faire. Laisse-le faire. Ne lutte pas. Mais ne suis pas non plus. Et si tu tiens assez longtemps, le bruit va se calmer. Et dans ce calme, tu vas peut-être sentir cette présence dont parlent les mystiques. Pas un truc extérieur, une part de toi que le bruit avait cachée. Mais voilà le problème. Et c'est peut-être le plus grand obstacle de notre époque. Il y a une chose que notre époque a rendue presque impossible. Rester dans le vide. Tu as dans ta poche un appareil conçu par les ingénieurs les plus brillants de la planète pour une seule mission. T'empêcher de jamais être en silence avec toi-même. Chaque notification est un petit remplissage. Chaque scroll est une fuite minuscule.
Chaque vidéo qui s'enchaîne automatiquement après la précédente est un mur de plus entre toi et le vide. La technologie a transformé le remplissage en réflexe. Tu ne décides même plus de remplir. Ta main cherche ton téléphone avant même que tu aies conscience du silence. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu es seul, peut-être dans ton lit, peut-être dans une salle d'attente, peut-être dans ta voiture à un feu rouge. Et immédiatement, sans réfléchir, ta main attrape ton téléphone. Ce n'est même pas une décision, c'est un spasme, un réflexe de fuite. Parce que le silence, même une seconde de silence, est devenu insupportable. Mais chaque micro-silence que tu remplis avec un écran est un micro-vide que tu refuses d'habiter. Et un vide refusé ne disparaît pas. Il s'accumule. Il grossit en dessous, jusqu'au jour où il n'y a plus assez de notifications au monde pour le couvrir. Et ce jour-là, c'est soit l'effondrement, soit l'éveil. La différence entre les deux tient à une seule chose. Est-ce que tu choisis de t'asseoir dans le vide ou est-ce que le vide te force à t'asseoir? Le vide viendra de toute façon. La seule question, c'est si tu l'accueilles à tes conditions ou aux siennes. Et voici le paradoxe de notre temps. Les gens les plus connectés sont souvent les plus déconnectés d'eux-mêmes. Tu peux avoir 1000 amis en ligne et ne pas savoir ce que tu ressens vraiment. Tu peux scroller pendant 3 heures et ne pas te souvenir d'une seule chose que tu as vue. Tu peux remplir chaque seconde de ta journée avec du contenu et arriver au soir plus vide qu'au matin. Parce que le remplissage digital n'est pas du remplissage, c'est de l'anesthésie. Et l'anesthésie ne guérit rien, elle endort. Demain matin, fais ton trajet quotidien sans musique, sans podcast, sans téléphone. Marche ou conduis en silence. Observe ce qui monte en toi. L'inconfort d'abord probablement, puis peut-être une pensée que tu n'avais pas eue depuis longtemps. Le silence n'est pas l'ennemi, c'est le messager que tu refuses d'écouter. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc qui va peut-être te faire sourire. Si tu y penses, c'est absurde. Tu es en train d'écouter une vidéo sur le vide, sur l'importance du silence, sur la nécessité de l'espace. Et tu l'écoutes probablement en faisant autre chose, en marchant, en cuisinant, en scrollant. Tu remplis même le moment où quelqu'un te parle du vide. C'est à ce point-là que le réflexe est ancré, à ce point-là que la fuite est automatique. Je ne te juge pas, je fais la même chose. On fait tous la même chose. Mais le fait de le voir, de le remarquer, c'est déjà le début d'un changement. Bon, on approche de la fin et il y a encore une dernière vérité que je veux te dire. Un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Il y a un piège que je dois nommer, le plus subtil de tous. C'est celui qui consiste à attendre que le vide se remplisse. Rester dans le vide en comptant les jours, en se disant « Bon, ça fait 3 mois. Quand est-ce que le renouveau arrive? Quand est-ce que la graine germe? Quand est-ce que ça va mieux ?» Ça, ce n'est pas rester dans le vide, c'est attendre dans le vide. Et la différence est énorme. Attendre, c'est encore une forme de remplissage. Tu remplis le vide avec de l'espérance calculée, avec un compte à rebours, avec l'idée que le vide est un couloir et que le bonheur est la porte au bout. Rester, c'est accepter que le vide pourrait être la pièce, pas le couloir, la pièce elle-même, et que cette pièce vaut la peine d'être habitée, pas seulement traversée. Tu comprends la différence? Traverser le vide, c'est le traiter comme un obstacle. Habiter le vide, c'est le traiter comme un territoire. Et un territoire, tu peux y planter, tu peux y vivre. Mais seulement si tu arrêtes de le considérer comme un endroit dont il faut sortir le plus vite possible. Tu la vis peut-être en ce moment, cette différence. Quelqu'un est parti de ta vie, et tu attends le prochain. Tu comptes les semaines, tu guettes les signes. Et pendant que tu attends, tu passes à côté d'un trésor, le vide lui-même. Cet espace immense qui t'appartient entièrement. Cet espace où tu n'as de compte à rendre à personne, où tu peux être exactement ce que tu es, sans jouer aucun rôle,
sans porter aucun masque. Un trou à combler, c'est du désespoir. Un espace à habiter, c'est de la liberté. Et tu ne peux pas transformer l'un en l'autre tant que tu attends que le prochain amour, le prochain projet, la prochaine distraction viennent remplir. J'ai appris ça de la manière la plus banale qui soit. Après une perte que je ne détaillerai pas ici, j'ai passé des mois à attendre. Pas à vivre, à attendre. En guettant le signe que ça allait mieux. En comptant les semaines sans larmes. En mesurant ma guérison comme on mesure la fièvre d'un malade. Et un jour, quelqu'un m'a dit une chose qui m'a mise en colère sur le moment, mais qui m'a libéré sur le long terme. Il m'a dit « Tu n'es pas en train de guérir. Tu es en train d'attendre de guérir. » Et ce n'est pas la même chose. Guérir, c'est habiter l'endroit où tu es, même si cet endroit est le vide. Attendre de guérir, c'est refuser l'endroit où tu es en espérant être ailleurs bientôt. Et tant que tu refuses l'endroit où tu es, tu ne peux pas en partir. C'est le paradoxe le plus cruel et le plus libérateur de la loi du vide. Tu ne peux quitter le vide qu'en acceptant d'y être. Et maintenant, je vais te dire une vérité que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais je te la dois. Parfois, ce que tu as perdu ne sera pas remplacé par un lot de consolation. Parfois, le vide ne se remplit pas. Parfois, la perte est définitive. Des gens perdent des enfants. Des gens perdent leur santé. Des gens perdent des décennies dans des situations qu'ils n'avaient pas choisies. Et leur dire que tout arrive pour une raison, que le vide va se remplir, ce serait leur cracher au visage. Alors pourquoi je parle de la loi du vide? Parce que cette loi ne dit pas que tout va bien se passer. Elle dit que le vide contient une possibilité. Pas nécessairement ce que tu as perdu, pas nécessairement mieux, mais un espace dans lequel tu peux encore devenir. Et ça, même dans les pertes les plus terribles, c'est vrai. Le vide qu'un homme porte après avoir perdu ce qu'il avait de plus précieux peut devenir un sanctuaire, un lieu intérieur d'une profondeur que les gens qui n'ont jamais souffert ne connaîtront jamais. Et de ce sanctuaire peuvent naître des choses que le bonheur seul n'aurait jamais pu créer. Une compassion sans fond, une présence totale, un regard qui comprend sans avoir besoin d'explication. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais c'est réel. Et c'est ici que la loi du vide se sépare de toutes les philosophies faciles qui te promettent que tout arrive pour une raison et que l'univers a un plan. Peut-être, peut-être pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que même dans le vide le plus noir, même dans la perte la plus injuste, il reste un espace. Et cet espace t'appartient. Tu peux en faire un tombeau, ou tu peux en faire un sanctuaire. Ce n'est pas l'univers qui décide, c'est toi. Ne transforme pas la loi du vide en promesse de compensation. Transforme-la en permission. La permission de trouver ça injuste. La permission d'être en colère. Et en même temps, la permission de continuer à vivre. De continuer à devenir. De continuer à laisser le vide porter en lui ce qui n'a pas encore de nom. Et c'est maintenant que tout prend son sens. Toutes les traditions convergent vers cette même vérité. Le Tao parle du vide qui rend utile. Les bouddhistes parlent de la vacuité qui rend le changement possible. Les alchimistes parlent de la noirceur qui précède l'or. Les mystiques parlent de la nuit qui révèle la lumière intérieure. La nature parle des graines qui naissent dans la cendre et de la terre qui se régénère en jachère. Les sculpteurs parlent de la forme qui apparaît quand on enlève. Et Beethoven a prouvé que la plus grande musique peut naître du silence total. Tous, séparés par des siècles et des océans, disent la même chose. Le vide n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui n'est pas encore né. Et toi, tu le sais aussi. Quelque part en toi, tu le sais. Parce que si tu ne le savais pas, tu ne serais pas encore en train d'écouter. Tu aurais fermé cette vidéo depuis longtemps. Mais une force t'a retenu. La partie de toi qui a déjà traversé le vide.
qui a déjà survécu à une perte, qui sait, dans ses eaux, que de l'autre côté de la destruction, un monde l'attendait qu'elle ne pouvait pas prévoir. Alors voilà où tu en es. Tu as perdu, ou tu es en train de perdre, ou tu sens que tu vas perdre. Et le vide est là, où il approche, et chaque cellule de ton corps te crie de fuir. Ne fuis pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable, mais parce que le vide est le seul endroit où tu peux entendre ce qui vient. Tant que tu cours, tant que tu remplis, tant que tu fais du bruit, tu n'entendras rien. Tu n'entendras pas les graines qui craquent sous la cendre. Tu n'entendras pas le sol qui se régénère. Tu n'entendras pas cette voix, ta voix, celle que tu as enterrée il y a des années, qui essaie de te dire ce que tu sais déjà. Le vide ne dure pas éternellement. Rien ne dure éternellement. Mais si tu le fuis, il te suit. Si tu le remplis de substituts, il se creuse davantage. Si tu restes, il se transforme, pas en quelque chose de plein, en terre fertile. Pense à ce soir, quand tu seras seul, quand le silence reviendra, quand ce creux dans ta poitrine se réveillera. Au lieu de prendre ton téléphone, au lieu d'allumer un écran, au lieu de fuir vers le bruit, reste, juste reste, et écoute ce que le vide essaie de te dire. Parce qu'il a un message pour toi. Il a toujours eu un message pour toi. Depuis le début, la question n'a jamais été de savoir si le vide allait se remplir. La question c'est, est-ce que tu vas avoir le courage de rester assez longtemps pour entendre ce qu'il contient? Et si tu as écouté jusqu'ici, tu as déjà commencé. Écouter 40 minutes sur le vide sans fuir, c'est déjà rester dans le vide. C'est déjà choisir le silence au lieu du bruit. C'est déjà un acte de courage. Le vide t'a trouvé aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous que tu avais avec toi-même depuis longtemps.